Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, moi c'est Jessica Lorrain, je suis coordonnatrice du secteur matières résiduelles chez Réseau Environnement. C'est un plaisir de vous accueillir pour ce webinaire et je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Donc pour ce cinquième rendez-vous de la modernisation qui est présenté par Éco-entreprise Québec et qui est propulsé par Réseau Environnement, l'équipe DEQ présentera un parcours guidé du formulaire de personnalisation dans le but d'aider les organismes municipaux signataires à préciser le travail à accomplir. Afin de présenter ce webinaire, je suis accompagnée de Kathleen Dubé, qui est chef d'équipe modernisation de la collecte sélective, ainsi que Marie-Hélène Gravel, qui est conseillère modernisation de la collecte sélective. Puis, pour la période de questions, ce sera Arielle Grenier, qui est conseillère relations médias et partenaires, qui pourra modérer cette période de questions. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à écrire vos questions dans la section questions-réponses au bas de votre écran tout au long de la présentation. Sachez qu'uniquement les questions qui vont traiter de la manière de remplir le formulaire seront répondues. Aucune question au cas par cas va être répondue dans ce webinaire. Si jamais vous avez ce type de questions, vous pourrez écrire à l'adresse courriel de la modernisation à laquelle vous êtes habitué de poser vos questions. Donc, sans plus tarder, Kathleen et Marie-Hélène, je vous cède la parole. Merci, Jessica. Allons dans le vif du sujet et passons au plan de présentation où aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter un peu la résultante en lien avec le défi d'une entente commune pour l'ensemble des organismes municipaux au Québec, mais qui permettent quand même de tenir compte des particularités régionales des différents territoires d'application. Donc, aujourd'hui, à la fin de ce webinaire-là, si Marie-Hélène et moi avons bien fait notre travail, vous devriez être en mesure de répondre aux questions suivantes et d'expliquer ça à vos collègues partenaires, c'est-à-dire qui sont les organismes signataires visés par ces ententes-là. Comment on passe en fait de l'entente cadre à l'entente contractuelle de partenariat. Donc, c'est quoi l'annexe de personnalisation et à quoi ça sert? Et aussi, comment remplir ce fameux formulaire préalable à l'annexe de personnalisation. Marie-Hélène, à la fin de la présentation ici avec le PowerPoint, euh, va naviguer à travers la plateforme d'échange d'informations pour vous donner un peu le tour du propriétaire et voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne et quelles informations sont attendues dans le dit formulaire et aussi c'est quoi la- l'idée qu'il y avait derrière ça aussi, là, pourquoi on vous demande ce type d'information-là et à quoi ça sert. Donc, avec qui on signe ces ententes-là. Comme on vous l'a déjà présenté en février et en mars dans les webinaires précédents, euh, la situation actuelle met un frein à l'optimisation du système. On vise les regroupements. Donc, on veut passer de près de 600 organismes municipaux qui déclarent actuellement en portail à environ 200 signataires, donc 200 ententes à conclure. À conclure avec qui? Bien, ça va être avec les MRC, les grandes villes, les régies intermunicipales, les regroupements de municipalités, puisque le règlement, à l'article 12, prône la signature de ces contrats-là entre EEQ et vous à l'échelle régionale et où ça peut se faire soit, comme on le mentionnait, avec les MRC, mais avec toute autre entité qui accepte d'être signataire pour l'ensemble du regroupement. Et le règlement également nous impose de transiger avec les différentes entités pour les territoires éloignés, isolés et les communautés autochtones. Donc, on parle ici du gouvernement de la Nation Crie, du gouvernement régional, du Bay James et également l'agglomération des îles de la Madeleine. Donc, à travers le temps, EEQ a déjà eu plusieurs communications avec les organismes signataires ciblés. En fait, tout ça a démarré en lien avec notre obligation réglementaire d'entreprendre les discussions en vue de la signature des dites ententes le 7 mars avec une lettre qui vous a été envoyée
dans laquelle, en fait, qui est envoyé aux signataires ciblés. Ensuite de ça, il y a eu un courriel qui vous a été partagé avec le projet d'entente le 8 mai. Courriel également le 8 juin annonçant la révision en cours du projet d'entente en lien avec les discussions avec les associations municipales, entre autres, et les différents organismes avec qui on a interagi pour développer tout ça. Ce qui nous a mené avec le courriel envoyé toujours aux organismes signataires et en copie conforme aux municipalités qui composaient ces regroupements-là, ces MRC-là, qui s'occupent encore actuellement des regroupements, pas des regroupements, mais de la compétence, qui ont compétence pour la gestion de la collecte sélective. Celles-ci ont reçu les communications en copie conforme, mais le courriel était adressé toujours aux signataires ciblés. Et donc, dernière communication qui date du mois d'août pour la publication, pour annoncer la publication de la nouvelle entente cadre et la mise en ligne du formulaire de personnalisation. Et bien entendu, on a également eu des échanges avec plusieurs d'entre vous à travers l'adresse modernisation.aieq.ca, adresse à laquelle faisait référence Jessica pour vos questions. Si vous avez des questions plus particulières qui en lien avec votre particularité territoriale à vous, plutôt que des questions plus générales en lien avec comment remplir le formulaire, on vous invite à vous adresser à cette adresse courriel-là. Et bien entendu, les municipalités qui sont non regroupées encore ou qui sont en cours de processus de regroupement, ben, elles sont invitées à poursuivre les discussions afin de trouver une approche de regroupement qui leur convient, puisque bien qu'on a envoyé le courriel, ben, l'ensemble des communications, principalement au MRC et aux régies là, qui euh, sont responsables de la collecte sélective pour les différents regroupements. Dans certains cas, on sait que c'est plutôt les municipalités qui ont compétence et non pas les MRC, mais nous, on a quand même ciblé la MRC pour la signature des ententes. Alors, mais on n'est pas strict sur à savoir est-ce que c'est vraiment absolument la MRC qui doit signer, donc être représentante pour l'ensemble du territoire d'application visé par l'entente. Ça peut tout aussi bien être une des municipalités ou une régie existante sur le territoire de la MRC qui soit signataire. L'idée pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de petites municipalités laissées pour compte et que l'ensemble des ententes soient signées pour un territoire d'application là, qui soit optimal d'un point de vue justement route de collecte, optimisation là, des routes de collecte et tout ça, dont on a déjà parlé amplement dans les webinaires précédents. Alors, je ne m'étendrai pas sur cette question ici. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment on fait pour passer d'une entente cadre qui est en fait un modèle commun à la base du partenariat, vraiment, mais qui s'adresse un peu à l'ensemble là, du territoire à l'échelle de la province et passer de ça à une entente contractuelle de partenariat qui tienne compte des particularités sur votre territoire. Eh bien, on va le faire par des annexes de personnalisation. Cette annexe de personnalisation-là, ça fait partie intégrante là, de l'ensemble des documents contractuels. Et puis, on va venir préciser différentes particularités. Et pour connaître qu'est-ce qui sera mis dans ces ententes-là et discuter en fait entre vous et nous afin d'alimenter l'échange entre IEQ et le territoire d'application par l'entremise du signataire, ben, on va vous demander de remplir le formulaire préalable à l'annexe de personnalisation qui se retrouve
comme je l'ai mentionné, disponible actuellement sur notre plateforme d'échange d'informations en ligne. Donc, pour ceux d'entre vous qui avaient, par exemple, déjà ouvert votre profil à la fin de l'année dernière, en décembre, pour venir nous informer sur les différents contrats qui étaient relatifs à au domaine de la collecte sélective afin de répondre à vos obligations du règlement de partage d'informations. C'est par le même chemin que vous accédez à ce formulaire préalable à l'annexe de personnalisation. On vous a mis ici en bas de page le lien que vous pouvez copier-coller ou cliquer. On a mis l'hyperlien pour vous rendre directement là, euh, en passant par notre site Internet. Là, c'est accessible et vous avez le lien pour y arriver directement. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce formulaire-là, cette annexe de personnalisation-là? Il faut mentionner qu'il y a 3 éléments clés qui sont abordés dans le formulaire. L'idée, c'est pour pouvoir personnaliser l'entente à votre réalité, ben, on doit voir ça selon ces 3 éléments clés ici qui vous sont présentés. Donc, au niveau de la clientèle, la clientèle qui va être desservie, au niveau des modalités de collecte également, donc les particularités de modalités de collecte, par exemple, si les contenants qui sont utilisés, l'espace du domaine bâti ne permet pas l'accès à un conteneur à chargement frontal, selon les catégories pour lesquelles ce type de contenant-là est prescrit dans l'entente cadre, on va avoir de la flexibilité ici pour pouvoir venir tenir compte, en fait, de ces réalités-là sur vos territoires. Et il y a la question également des points de dépôt et écocentres qu'on doit ensemble déterminer si ce sujet-là sera traité à même l'entente de partenariat pour tout ce qui a trait à la collecte sélective là, en porte-à-porte, la desserte en porte-à-porte, ou si ce sera plutôt abordé d'un point de vue dans une entente distincte en raison du fait que le signataire, la MRC en l'occurrence, n'a pas compétence pour la gestion des écocentres. Donc, à ce moment-là, EAQ viendra convenir d'une entente particulière, différente, là, avec l'organisme qui a effectivement compétence en lien avec tout ce qui est, entre autres, prescrit pour être récupéré en dehors du bac bleu, en dehors de ce qui est collecté en porte-à-porte, soit les contenants aérosols vides et le styromousse de protection qu'on veut retirer là, du bac et pouvoir ramasser en point de dépôt. On devra voir si vous avez l'espace nécessaire et si vous êtes prêt à recevoir cette matière-là dans vos écocentres. On devra s'entendre pour la chose et également préciser si vous avez déjà des matières qu'on accepte qui soient ramassées en écocentre. Par exemple, le carton ondulé, les dépôts de verre ou les matières pêle-mêle pour lesquelles, à votre discrétion, là, de façon facultative, il est possible également de ramasser ces matières-là dans vos écocentres. Donc, avec la diapo suivante, je vais revenir sur l'élément, le volet de la clientèle desservie. C'est que pour conclure l'entente, je vous rappelle que EAQ, par le règlement, a l'obligation de desservir l'ensemble du territoire. Donc, d'un point de vue géographique, on doit couvrir l'ensemble de la province du Québec et desservir que ce soit les municipalités au sud, en bordure du fleuve Saint-Laurent ou plus au nord, voire les communautés autochtones et les villages cris. Tout ça fait partie de notre responsabilité. Donc, d'un point de vue géographique, on a l'obligation de desservir l'ensemble du territoire, mais on a l'obligation également de desservir l'ensemble des différentes clientèles. Mais pour ce faire, le règlement prévoit également certains délais euh, pour déployer là, ce grand chantier-là. Et ce qui fait en sorte, par exemple, que pour les ICI non assimilables,
ben, on a jusqu'en 2027 pour déployer cette collecte-là, donc assumer l'ensemble de cette responsabilité-là auprès de cette clientèle-là. La même chose pour ce qui est des lieux publics extérieurs. Le règlement prévoit qu'on a jusqu'en 2025 pour déposer un plan de desserte au ministère pour les lieux publics extérieurs et en 2027, on va déployer la desserte de tout ça. Et pour ce qui est des multilogements, de 9 logements et plus, le règlement prévoit qu'on a un délai, en fait, on n'en a pas de délai. On doit desservir l'ensemble de cette clientèle-là au 1er janvier 2025. Et on sait qu'il y a des municipalités qui ne desservent pas l'ensemble de ces clientèles-là. Pour certaines, on se limite à offrir le service aux bâtiments résidentiels de 8 ou 9 logements et moins, certains ici assimilables. Souvent, la plupart d'entre vous avez également élargi à la clientèle des établissements d'enseignement public, sauf les universités. On a l'obligation également de les desservir, cette clientèle-là, pour le 1er janvier 2025. Certaines municipalités desservent la clientèle entièrement, d'autres partiellement ou aucunement. Donc, dans le formulaire, Marie-Hélène va vous expliquer un petit peu plus en détail comment on vous demande de remplir l'information afin de nous permettre, entre autres, de connaître quelles sont les clientèles que vous desservez actuellement, quelles sont celles que vous ne desservez pas, et on va devoir s'entendre dans l'annexe de personnalisation pour convenir à savoir est-ce que quelles clientèles, dans le fond, seront incluses dans l'entente et donc desservies dans le cadre des collectes organisées par les organismes signataires versus les clientèles qui seront plutôt resteront là, de responsabilité de IEQ et pour lesquelles IEQ devra aller en appel d'offres pour la desserte, donc le service de collecte transport, et assumer le service de première ligne auprès de ces clientèles-là. Donc, au final, on doit convenir de quelles clientèles sont incluses dans l'entente et à quel moment, dans le fond, seront-elles, le déploiement de la collecte là, sera complété pour ces clientèles-là. Ensuite, au niveau des modalités de collecte, donc, comme je suis passée peut-être un petit peu vite à la diapo précédente, mais comme on explique que l'entente cadre vient vraiment prescrire les modes de collecte les modalités de collecte qui s'appliquent dans l'esprit où on arrive, on a carte blanche et le domaine bâti est construit de façon optimale et a été bien encadré par les urbanistes et tout ça. Comment on prescrit à ce moment-là les dessertes des différentes clientèles, soit qu'elles sont desservies en porte-à-porte et en utilisant les bacs de 360 litres ou en conteneur chargement frontal avant. L'entente cadre vient prescrire ces deux types de contenants-là de façon généralisée là, à l'ensemble de ces clientèles-là. Mais on est bien conscient que ce n'est pas la réalité, qu'on doit tenir compte du domaine bâti, qu'il y a des situations qui font en sorte que certaines clientèles ne pourront pas être desservies avec ce type de contenant-là. Ou un autre exemple, qu'il y a eu le déploiement de différents outils de collecte sur votre territoire. On peut penser par exemple aux conteneurs semi-enfouis à chargement à grue qui sont de plus en plus populaires pour desservir là, au niveau de la GMR. Donc, si vous avez ce type d'équipement-là, ce n'est pas parce qu'on vient prescrire que dans l'entente cadre, par exemple, les ICI non assimilables doivent être absolument desservis par compteur à chargement frontal. Si ce n'est pas le cas chez vous, il y a moyen de venir nous indiquer à ce moment-là, comme on le voit ici à l'écran. Si c'est conforme, il n'y a pas de souci. Si
vous procédez à la collecte différemment, ben, à ce moment-là, on considère que c'est non conforme à ce qui est prescrit dans l'entente cadre. Vous allez tout simplement venir nous l'indiquer et nous justifier pourquoi c'est fait ainsi. Si il y a une bonne raison qui explique la chose en lien avec le domaine bâti, par exemple, le manque d'espace ou euh, au niveau opérationnel, c'est ce qui est le plus optimal. On peut donner ici l'exemple d'un territoire qui est peut-être plus éloigné où la quantité d'ICI non assimilables qui, en principe, devraient être desservis par conteneur à chargement ne justifie pas euh, l'établissement d'une collecte, d'une route de collecte distincte pour ce type de collecte-là. Alors, à ce moment-là, on est bien ouvert à ce que, puis même on, on souhaite à ce qu'il n'y ait qu'une route de collecte qui soit desservie en bac roulant. Et puis, on va aller au-delà là, du nombre de bacs roulants permis pour ces unités-là. Et elles pourront demeurer desservies en bac roulant. Si c'est ce qui est le plus optimal d'un point de vue opérationnel, c'est ce qu'on veut connaître et ce dont on veut convenir avec vous. Donc, à ce moment-là, si c'est pertinent et optimal, bien, cette exception-là, cette dérogation-là sera autorisée. Et si ce n'est pas le cas, si c'est plutôt juste parce que ça a toujours été fait comme ça, puis oui, ça pourrait optimiser les opérations de collecte, mais à ce moment-là, on va regarder avec vous. La dérogation ne sera pas autorisée, puis on va regarder avec vous comment on s'y prend pour planifier la transition, pour rendre conforme, en fait, là, ces unités d'occupation-là. Il y a également, vous verrez avec Marie-Hélène, une section qui concerne les modalités particulières. C'est que dans l'entente cadre, qui est déjà volumineuse, ça aurait été très ardu de pouvoir rentrer tous les cas types là, de modalités particulières dont on ne parle pas nécessairement dans l'entente, mais qui font référence, par exemple, à des rues privées sur lesquelles le camion de collecte ne rentre pas. Puis à ce moment-là, ben, les citoyens doivent amener au bout de cette rue privée-là les contenants, par exemple. Les situations de villégiature où la collecte est saisonnière, des situations de services qui sont offerts dans le cas d'événements particuliers, d'événements publics. Donc, tout ça, vous pouvez venir l'indiquer dans la section modalités particulières dont Marie-Hélène vous parlera plus en détail dans sa présentation. Donc, ensuite, pour la section d'écocentre, point de dépôt, comme je vous le mentionnais, dans le premier projet d'entente, on avait inclus ça dans le tronc de l'entente cadre et les organismes municipaux auxquels on est à l'écoute quand même de vos commentaires et tout ça, on a pris acte et on a convenu que ce serait retiré du tronc commun de l'entente cadre et mis plutôt en annexe. Donc, vous retrouvez l'annexe dans le document qui est en ligne. C'est un annexe de l'entente cadre. Mais si ça ne s'applique pas en ce sens que dans le formulaire, on va venir vous demander est-ce qu'il y a des écocentres sur le territoire d'application? Si oui, est-ce que le signataire a compétence ou pas concernant ces écocentres-là? On veut connaître également la situation actuelle, à savoir quelles matières sont acceptées actuellement dans votre écocentre, euh, afin de pouvoir alimenter les discussions qui vont s'en suivre par rapport, comme je vous mentionnais, aux deux matières qu'on veut, nous, à terme, retirer du bac et de ramasser exclusivement en point de dépôt, donc possiblement par l'entremise des écocentres, à savoir, est-ce que
vous êtes ouvert à rajouter cette matière-là, euh, à récupérer cette matière-là dans vos écocentres. Et à ce moment-là, bien, on pourra convenir de la chose dans l'entente. Et si l'organisme signataire n'a pas compétence, on va convenir de la chose dans une entente en parallèle là, avec l'organisme municipal en question ou la communauté autochtone qui a la responsabilité de cet écocentre-là. Encore là, Marie-Hélène va revenir sur le sujet, alors je lui laisse le loisir de pouvoir développer sur la chose avec vous. En En terminant, en fait, le message qu'on veut aussi vous passer, c'est venir peut-être éclaircir un peu là, dans l'esprit de tous, c'est quoi ce processus-là? Bien comprendre que quand vous remplissez le formulaire, c'est la première étape. Donc, c'est pas ce que vous mettez dans le formulaire, c'est pas ce qui va venir se cristalliser là, et personnaliser l'entente. Il y a un processus à travers tout ça qui est schématisé ici. Donc, ayez pas peur, on vous invite déjà de venir commencer à nourrir, à alimenter là, ce formulaire de personnalisation-là. Et entre autres, pour la section B, pour venir nous confirmer le signataire et le territoire d'application, même si vous êtes en processus de regroupement, on est conscient là, que vous n'avez pas encore la résolution, etc., tout ça qui va vous permettre de venir signer, mais de déjà convenir de quel sera le territoire d'application et qui sera éventuellement là, autorisé pour la signature officielle de cette entente-là. C'est dans cet esprit-là qu'on vous demande de remplir le formulaire, la section B. Et la section C, c'est vraiment pour venir personnaliser en lien avec les modalités de collecte ce qui vous concerne. Donc, une fois que vous aurez rempli ce formulaire-là, on va, EEQ, faire l'analyse. Comme je vous disais, vous allez avoir justifié les dérogations ou les modalités particulières. On va venir voir, bon, pour plusieurs comme je vous disais, que ça tombe sur le gros bon sens, puis qu'il y a vraiment pas d'enjeu de questionnement d'optimisation de la collecte et tout ça. On va les accepter d'emblée. Et on va vous revenir, là, il y a un processus de discussion là, qui s'entame à cet échelon-là de l'analyse entre vous et nous pour convenir de ce qui sera ensuite pris de tout ça et mis dans l'annexe de personnalisation. Donc, puis l'idée, pourquoi on vous demande de remplir également les informations sur la plateforme d'échange plutôt que de nous envoyer chacun d'entre vous, par exemple, un fichier Excel ou des documents Word et tout ça, c'est qu'on a l'objectif de pouvoir, nous, automatiser à l'interne une grande partie de la rédaction de cette annexe de personnalisation-là en fonction de ce qui est mis dans le formulaire préalable. Donc, une fois que l'analyse est faite, tout ça, les discussions sont complétées, l'analyse de personnalisation est faite. On produit l'annexe de personnalisation qui devient à ce moment-là un annexe supplémentaire là, des différents annexes que vous trouvez dans le document maître qui est accessible actuellement sur le site Internet. Et à partir de là, ben, c'est la signature officielle de l'entente. Donc, vous pourrez soumettre ce document-là à vos instances décisionnelles respectives pour entériner la signature de la chose. Ça peut sembler long, un peu comme processus, mais je peux vous dire qu'on a commencé avec différents organismes municipaux, dont des grandes villes. Et puis, ça peut avoir l'air un peu rébarbatif au départ, mais une fois qu'on a compris là, la dynamique, le fonctionnement, ça va assez rapidement. Et puis, on est en mesure là, de procéder là, quand même on est conscient des délais. Là, le 7 novembre arrive à grands pas. Donc, ça peut se faire là, relativement rapidement là, à partir du moment où vous avez complété le formulaire de personnalisation. Les différents éléments là, qui resteront à discuter, c'est quand même quelque chose
qui est réalisable. On l'a vu avec différentes grandes villes avec qui on a discuté, entre autres, et des MRC ou autres organisations qui ont déjà commencé à remplir leur formulaire. Donc, ben, c'est à vous de jouer. On vous invite grandement à ne pas hésiter. C'est évolutif, ça. Vous avez, vous le verrez avec Marie-Hélène, différents boutons là, pour enregistrer votre information avant de transmettre. Fait que vous pouvez y revenir là, autant de fois que vous voulez pour compléter la chose. Il n'y a pas de souci. Donc, et ce qui est très, dans le fond, ce qui est à, à convenir le plus rapidement possible, comme je vous disais, c'est de confirmer le nom des organismes signataires, donc le nom des organismes signataires, puis les territoires visés par l'entente. Important de fonctionner rapidement avec ça pour qu'on puisse confirmer les signataires et puis à ce moment-là, ben, poursuivre les discussions avec les personnes concernées qui compléteront le formulaire de personnalisation dont Marie-Hélène va vous jaser à l'instant. À toi la parole, Marie-Hélène. Alors, bonjour à tous. Je vous propose maintenant le tour guidé du formulaire préalable aux annexes de personnalisation. Je vais donc glisser ici dans le partage. Alors, je vous amène très concrètement. Donnez-moi un petit instant, j'ajuste mes différents écrans. Donc, je vous amène très concrètement sur la plateforme d'échange d'informations de Éco-entreprise Québec qui est accessible en ligne et c'est là où vous trouverez le fameux formulaire préalable aux annexes de personnalisation. Puis, vous vous souvenez le petit nom affectueux que je lui donne, le FPAP. Donc, pour abréger, il est possible que vous m'entendiez dire le FPAP là, au courant de la présentation. Je vous le répète, le formulaire préalable aux annexes de personnalisation, c'est l'endroit où on amorce la discussion ensemble, donc entre vous et nous chez Éco-entreprise Québec. Et c'est là où, je dirais, on apprend à se connaître parce que vous pourrez y déposer de l'information justement par rapport aux particularités de votre territoire. On le sait qu'il y en a des particularités, des services particuliers, des besoins particuliers, mais évidemment, on n'a pas le portrait pour l'ensemble du territoire québécois. Donc, c'est l'endroit où vous pourrez justement nous partager de l'information. Sur la page de l'accueil de la plateforme d'échange d'informations, ça se présente comme ceci et vous avez un encadré qui met en évidence la section propre au formulaire préalable aux annexes de personnalisation. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que vous verrez qui est propre à votre organisation. Je rappelle que le formulaire préalable aux annexes de personnalisation, il n'est visible ou accessible qu'aux organismes signataires qui ont été ciblés par Éco-entreprise Québec. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est possible. Par exemple, si vous êtes une municipalité et que c'est plutôt la MRC qui a été ciblée comme signataire, vous n'aurez pas accès au formulaire préalable aux annexes de personnalisation. Aussi, si vous êtes un organisme signataire ciblé, même si vous n'avez pas l'intention d'être le signataire au final de l'entente avec Éco-entreprise Québec, nous vous encourageons, nous vous demandons en fait d'aller remplir la première section du formulaire quand même, parce que c'est là que vous pourrez nous confirmer que ce ne sera pas vous et nous indiquer plutôt vers qui nous tourner pour poursuivre la discussion en vue de conclure une entente. Alors, je clique ici sur le lien de l'entente. Nous sommes dans un cas fictif, là, donc au fin de la démonstration d'aujourd'hui, l'adresse que vous voyez dans ma barre d'adresse ne correspond pas à l'adresse qui vous a été présentée précédemment. C'est normal, on est dans un cas fictif qu'on a monté en arrière-plan au fin de la démonstration. Par contre, je dirais la structure, les différentes étapes, on va y naviguer comme si on était sur la plateforme en bonne et due forme. Je me retrouve ici sur la page résumée du formulaire préalable aux annexes de personnalisation où vous allez voir les 4 sections qui composent le formulaire, donc section B, C, D et E. Vous allez voir aussi le statut de ces 4 sections, c'est-à-dire l'état d'avancement, vous en êtes où dans la complétion des différentes sections. À quoi réfère le nom des différentes sections, section B, C, D? Eh bien, ça correspond à l'annexe
prévues à l'entente cadre correspondante. Donc, la section B du formulaire correspond à l'annexe B, qui est le territoire d'application. La section C du formulaire deviendra une partie de l'annexe C, où on vient préciser les modalités de desserte, la clientèle, le nombre d'unités d'occupation, etc. Donc, chaque section correspond à la future annexe de l'entente de partenariat entre vous et nous. Quant au statut, donc il y a 4 différents statuts qui sont mis aussi en évidence par des couleurs différentes. Donc, d'abord, je peux vous parler du rouge. Donc, un statut, une section qui est identifiée en rouge, c'est une section qui est à compléter. Vous n'y êtes pas encore, vous n'avez pas encore entré dans cette section-là, vous n'avez pas commencé à saisir des informations. Donc, elle est en rouge pour vous inviter à commencer à la travailler. Une section qui sera en jaune orangé, c'est une section qui est en cours. Donc, vous y avez déjà accédé, vous avez commencé à saisir de l'information. Comme le mentionnait Kathleen préalablement, vous pouvez sauvegarder les données que vous saisissez, y revenir plus tard parce que, par exemple, vous êtes en attente d'informations provenant de municipalités du territoire. Donc, ces sections-là sont en cours et vous conservez l'information. Le troisième statut, un statut en vert qui vous indique qu'une section est complétée. Donc, vous êtes passé au travers des différentes demandes d'informations et vous nous avez transmis, je vais vous montrer les boutons un peu plus tard, vous nous avez transmis l'information, nous faire signe que la section, vous avez terminé d'y saisir des informations et que de notre côté, chez Éco-entreprise Québec, on peut en prendre connaissance et puis l'analyser de manière à vous revenir. Il y aura un quatrième statut que vous ne voyez pas ici, qui sera identifié par une couleur grise, où ce sera en lecture seule. Donc, ce sera une section que vous nous aurez transmise, que nous aurons analysée, que nous aurons, je dirais, accepté, validé ensemble. Par exemple, quand le territoire d'application et le signataire, vous nous soumettez l'information, on en prend connaissance et on l'accepte. Une fois que la section elle est acceptée, on la bloque, je dirais, pour qu'il n'y ait plus de modifications par la suite, mais elle est accessible en mode lecture seule, si jamais vous avez besoin d'y retourner pour vous y référer. Mais dans l'exemple qui est ici, vous ne voyez pas là, cette couleur-là en gris pour lecture seule. Alors, je vous propose de passer section par section. Je vais tenter de manipuler là, le formulaire comme si j'étais un utilisateur. Je vais vous expliquer pour chaque section l'objectif qui est poursuivi par EEQ. Donc, pourquoi on vous demande cette information-là? Pourquoi aussi il y a un avantage pour vous à nous fournir l'information, parce que ça va, je dirais, dans les deux sens. Et vous donner quelques exemples comment naviguer dans l'outil. Alors, ne vous gênez pas si vous avez des questions, vous pouvez les partager dans le chat. Je pourrais y revenir si je suis allée un petit peu trop vite. Et Kathleen m'interrompra si j'oublie ou si elle pense à un exemple pertinent là, au fil des sections. Donc, je vous amène dans la section B et pour y naviguer, vous pouvez aller dans le ruban de gauche qui est toujours présent, peu importe la section où vous vous trouvez, ou ici sur la page résumée, vous pouvez aller directement là, dans chacune des sections. Alors, je les attaque dans l'ordre avec la section B. La section B comporte 2 sous-sections. Donc, la première sous-section, on parle de confirmer l'organisme signataire de l'entente. Et dans un deuxième temps, on va regarder la confirmation du territoire d'application, donc qui est inclus dans le territoire d'application de l'entente. Donc, au niveau de la confirmation du signataire, vous avez 3 choix. Donc, vous pouvez confirmer que vous avez bel et bien compétence dans le domaine de la collecte sélective et que vous serez le signataire de l'entente à intervenir entre EEQ et vous. Vous pouvez sinon cocher que vous êtes en processus de regroupement, donc que c'est en cours, que la confirmation est à venir de ce regroupement-là, mais vous êtes en démarche pour le faire. Donc, la compétence n'est peut-être pas acquise à l'heure actuelle, mais vous entendez l'obtenir. Et le troisième choix, c'est de nous indiquer que ce sera un autre organisme signataire autre que vous. Donc, c'est là où je vous disais, même si vous n'avez pas l'intention d'être le signataire de l'entente avec EEQ, s'il vous plaît, le compléter pour nous indiquer vers qui on devrait se tourner. Si vous avez compétence, c'est très simple, vous avez juste à cocher le petit bouton, processus de regroupement aussi, et il y a un boîtier qui apparaît spécifiquement quand vous prenez la troisième option, donc ce sera un autre signataire. On vous demande de préciser
qui, a priori, sera ou seront ces autres signataires. Parce que peut-être que pour le territoire d'application qu'on avait en tête, bien, finalement, il y aura 2 signataires ou 2 pistes potentielles. Donc, donnez-nous de l'information pour qu'on puisse se tourner vers ces organismes-là. Une fois que vous avez complété la première sous-section, vous pouvez sauvegarder l'information et ça vous amène ensuite, là je vais faire comme si j'avais compétence, ça m'amène ensuite à confirmer le territoire d'application. Quand vous allez ouvrir cette section-là, vous allez voir c'est pré-rempli. Il y a déjà une liste de municipalités, de territoires non organisés qui vont être listés correspondant à ce qui est inclus dans votre territoire. Par exemple, une MRC, bien, ce sera toutes les municipalités et TNO, donc territoires non organisés, inclus dans votre MRC. On vous demande à cette section-ci de confirmer si chacune des municipalités fera partie du territoire d'application. Quand vous entrez par défaut, à côté de chaque municipalité, le statut de confirmation sera indiqué en attente de confirmation. Donc, nous attendons, EAQ, que vous nous confirmiez si effectivement ça fait partie du territoire d'application de l'entente. Vous pouvez modifier le statut pour venir nous le confirmer ou l'invalider en appuyant sur le petit crayon qui vous permet de modifier. Je le fais ici. Je vous rappelle, hein, les municipalités qui sont là, c'est à titre d'exemple. Ça ne correspond pas à une entente réelle. Donc, si jamais vous voyez le nom de votre municipalité, sachez que je ne suis pas dans votre vraie entente. C'est complètement fictif. Donc, dans ce cas-ci, on me demande de confirmer si Albanel fait partie ou non du territoire de confirmation. Alors, j'ai le choix entre confirmer, oui, elle sera incluse, la municipalité dans mon territoire, ou je peux faire une demande de retrait. Par exemple, Albanel fait partie ou est de manière générale desservi par une autre MRC ou une régie qui est à l'extérieur de ma MRC. Donc, vous pouvez indiquer demande de retrait dans ce cas-là et vous viendrez justifier pourquoi cette municipalité devrait être retirée du territoire d'application. Dans un cas ou dans l'autre que vous confirmiez ou demandez le retrait, avant de fermer le boîtier, vous appuyez sur « Modifier » et ça va venir modifier le statut original qui était en attente de confirmation. Donc, vous voyez, on était précédemment sur Albanel et maintenant, j'ai confirmé qu'Albanel était dans mon territoire. Le statut a été modifié. Si j'avais demandé à retirer la municipalité en question, le statut aurait été changé pour demande de retrait. Il y a un troisième cas de figure qui peut se présenter. Vous pouvez demander à ajouter une municipalité ou un territoire non organisé ou une communauté autochtone à votre territoire d'application. Donc, une entité qui n'aurait pas été prélistée préalablement. Dans ce cas-là, vous allez sur le bouton « Plus »,« Ajouter » et vous pouvez, dans le menu déroulant, qui est bâti par ordre alphabétique. Vous pouvez aussi le trier en fonction du code géographique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Vous allez sélectionner la municipalité que vous souhaitez ajouter. Alors, je peux faire un exemple. Je vais aller chercher, ce sont des MRC, disons que je descends un petit peu plus loin. Je vais prendre Albertville, je sélectionne la municipalité et là aussi, je vais venir justifier comment se fait-il que j'ajoute cette municipalité-là. Par exemple, vous êtes une régie, vous avez un de vos membres qui est justement dans une autre MRC, vous voulez ajouter la municipalité en question, donc vous nous justifiez et vous appuyez « Ajouter » et on devrait le voir apparaître dans le territoire d'application. Donc, Albertville, on a fait une demande d'ajout. Si vous ne voyez pas le statut changer au niveau de la confirmation, vous avez un bouton « Rafraîchir ». Donc, en faisant rafraîchir, vous allez voir les modifications de statut en fonction des confirmations, demande d'ajout, demande de retrait que vous avez fait. Si vous êtes en attente d'une réponse d'une municipalité, d'une discussion que vous avez, vous pouvez faire sauvegarder et à ce moment-là, la section demeure en cours. Elle n'est pas transmise tout de suite à Éco-entreprise Québec. Par contre, si vous avez terminé de faire le tour des confirmations, demande d'ajout, demande de retrait, le cas échéant, vous pouvez appuyer sur « Transmettre » et à ce moment-là, nous recevons un avis comme quoi vous avez complété cette section-là et vous êtes prêt à ce qu'on en prenne connaissance. Quand
quand nous recevons votre section B complétée avec l'identification du signataire et la confirmation du territoire d'application, comme l'a mentionné Kathleen, avec le processus, là, nous allons prendre connaissance et analyser l'information. Ça se peut qu'il y ait quelques allers-retours, qu'on vous téléphone, qu'on vous écrive pour avoir une demande de précision au besoin. Et la confirmation que vraiment on poursuit ensemble, qu'on vous confirme comme signataire et que le territoire d'application est aussi confirmé de notre côté. Ça se fait, cette confirmation-là, par un courriel officiel que vous recevez à la direction générale de l'organisme signataire. Donc, à partant de là, la section B devient en lecture seule parce qu'on s'est entendu ensemble sur signataire et territoire d'application. J'embarque maintenant dans la section C. Donc, je vais utiliser le ruban qui est à la gauche de mon écran. Voilà. Donc, la section C, comme je le disais précédemment, il y a une extraction de plusieurs informations de la section C qui seront transférées dans l'annexe C, qui feront partie intégrante à ce moment-là de l'entente de partenariat entre vous et nous. L'objectif de la section C ici, c'est de bien comprendre les services que vous rendrez en matière de collecte sélective porte à porte, parce que le C, on va être porte spécifiquement sur le porte-à-porte. Donc, les services que vous rendrez et auprès de quelle clientèle, parce que je le rappelle, s'il y a une clientèle que vous ne desservez pas, bien, il y a des obligations pour EEQ de les desservir, puis il y a des échéanciers dépendamment de ces dites clientèles. Donc, il faut qu'on puisse partager, puis bien savoir qui, finalement, est en charge de quoi. Alors, j'y vais sous-section par sous-section. La section C comporte davantage de sous-sections que la section B. On a 5 sous-sections, donc je vous les montre rapidement. Ça se termine ici. Je vais les regarder une par une. Donc, la sous-section 1, donc clientèle desservie par l'organisme signataire, clientèle desservie conformément aux dispositions de l'entente. Donc, ici, on va venir identifier puis dénombrer les unités d'occupation qui sont effectivement desservies avec les contenants de collecte et les fréquences de collecte telles que prescrites dans l'entente cadre. Kathleen en a glissé un mot précédemment. Donc, les bâtiments résidentiels de 8 logements et moins, par exemple, l'entente cadre prévoit que ce sera des bacs roulants qui seront utilisés à raison d'une collecte une fois ou 2 semaines. Vous allez pouvoir indiquer ici le nombre d'unités d'occupation pour chacune de ces clientèles-là, nombre d'unités d'occupation pour lequel le service est conforme avec le contenant de collecte et la fréquence de collecte que vous voyez ici. Pourquoi on a ventilé les différentes clientèles, comme vous le voyez ici? Ben, c'est pour répondre aux besoins du règlement, où le règlement sur la collecte sélective fait une ventilation, une séparation des différentes clientèles conformément à ce qu'on voit ici, pour qu'on puisse aussi plus tard établir justement quelles sont les unités non desservies qui restent dans ces différentes sections et qu'on puisse, voilà. Et le nombre d'unités d'occupation, je vais y revenir un petit peu plus tard. Pourquoi on travaille en nombre d'unités d'occupation? Rappelez-vous les compensations qui sont offertes par Éco-entreprise Québec. Vous retrouvez ça à l'annexe, à la dernière annexe de l'entente cadre, je pense que c'est l'annexe H, si je ne me trompe pas. Les compensations sont offertes en fonction du nombre d'unités d'occupation desservies. Donc, c'est important qu'on puisse avoir le nombre d'unités d'occupation pour vous compenser les sommes appropriées et pour vous de recevoir ces sommes-là. On a aussi la colonne qui vous permet d'indiquer le nombre d'immeubles. Je vous dirais qu'on est en réflexion là, sur la valeur ajoutée de cette information-là. Il serait possible qu'on la retire ou qu'on rende facultatif à tout le moins là, cette colonne. Puis on peut profiter là, du chat aussi. Si vous voyez une valeur ajoutée pour vous de pouvoir nous donner l'information en fonction du nombre d'immeubles aussi, ben, laissez-nous le savoir. Si tu permets, Marie-Hélène, je ferais juste rajouter que cette information-là avait été mise au départ dans l'esprit que pour les appels d'offres, les organismes municipaux doivent être en mesure de préciser à leurs soumissionnaires potentiels, d'avoir une idée du travail que ça représente, les différentes collectes sur leur territoire. C'était dans cet esprit-là que ça avait été ajouté. Afin d'avoir l'ampleur de à quoi ressemblera la route de collecte desservie en bac roulant versus la route de collecte desservie en conteneur et s'il est pertinent ou pas de maintenir la dite route de collecte desservie en conteneur. Absolument.
Je regarde juste mes notes. Oui, je m'étais pris une petite note ici concernant les bâtiments résidentiels de 9 à 19 logements. Cette catégorie de clientèle a été ajoutée parce qu'elle ne correspond pas à une clientèle spécifiquement identifiée dans le règlement collecte sélective. Et pourquoi nous l'avons ajoutée? C'est que EEQ s'est engagé à prendre en charge les contenants de collecte pour cette clientèle-là, bien que le règlement ne nous y oblige pas. Donc, on a créé une catégorie supplémentaire ici. Vous devez prendre des précautions quant au dénombrement des condos, des condominiums, sur des documents comme les sommaires du rôle d'évaluation foncière. Vous allez avoir une ligne spécifique pour identifier le nombre d'unités d'occupation en condominium, mais vous devez ici les départager en fonction du type de bâtiment. Donc, est-ce que les condos se retrouvent dans des bâtiments de plus de 20 logements, de 9 à 19 logements, donc vraiment les ventiler en fonction du bâtiment réel. Dans la catégorie clientèle desservie conformément aux dispositions de l'entente, ça se termine par une section portant sur les lieux publics extérieurs. Donc, il y a des exigences aussi pour la desserte des lieux publics extérieurs. Par exemple, que partout où il y a un équipement de récupération, à côté, il y a un équipement dédié aux déchets. Il y a des capacités minimales de contenants de récupération pour les matières recyclables dans les lieux publics extérieurs. Donc, pour tous les lieux publics extérieurs qui sont conformes à ces prescriptions de l'entente cadre, on vous demande de venir compléter ici un dénombrement pour nous indiquer combien il y a de lieux publics extérieurs qui sont conformes aux dispositions. On vous demande d'indiquer minimalement le nombre de lieux, par exemple un parc, un tronçon de rue. Et si vous avez l'information, vous pouvez nous indiquer le nombre de points de collecte, donc c'est-à-dire le nombre d'équipements de récupération qui sont présents dans ces lieux-là. On est conscient que tout le monde n'a pas cette information-là, donc minimalement, on vous demande de nous indiquer le nombre de lieux publics extérieurs. Et on vous demande de préciser la fréquence de collecte parce que dans les dispositions de l'entente cadre, on n'a pas prévu d'emblée une fréquence de collecte pour les lieux publics extérieurs. Donc, on vous demande de nous indiquer comment ça se fait chez vous, c'est quoi la fréquence de collecte. Les besoins peuvent être très variés en fonction de l'achalandage des différents lieux. Donc, pour ajouter de l'information, quand vous arriverez, cette ligne-là, elle sera vide. Donc, vous pouvez appuyer sur le petit crayon qui vous permet toujours de modifier. Vous indiquez la fréquence de collecte. Donc, dans ce cas-ci, on avait un exemple où les équipements de récupération sont vidés 2 fois par semaine. Et vous indiquez tous les lieux qui présentent la même fréquence de collecte. Donc, si vous en avez 200 qui sont ramassés 2 fois par semaine, vous pouvez les saisir ici de manière agglomérée dans la même information. Et si vous avez, comme je vous disais, le nombre de points de collecte, c'est facultatif. Vous pouvez nous l'indiquer. Si vous aviez une autre fréquence de collecte pour des équipements de récupération dans des lieux publics extérieurs, par exemple à 1 fois par semaine, vous appuyez sur le bouton « Créer ». Vous venez sélectionner la fréquence. Donc, disons que c'est 1 fois semaine. J'en ai 38 lieux publics extérieurs. Comme je vous dis, un lieu public extérieur, un parc qui voit un tronçon de rue qui voit etc. Je ne connais pas, dans ce cas-ci, le nombre de points de collecte. J'ajoute. Et je vais voir la ligne qui s'est ajoutée à ma liste des lieux publics extérieurs. Donc, l'idée, c'est de présenter de manière, je dirais, consolidée. On ne veut pas savoir lieu public par lieu public, mais tous les lieux publics qui présentent la même fréquence de collecte et qui sont conformes aux dispositions de l'entente. S'il y avait une disposition de l'entente qui n'était pas respectée, par exemple par un lieu public, là, on viendrait dans la section suivante, dans les demandes de dérogation. Même chose pour les unités d'occupation que vous desservez, mais qui ne seraient pas dans les contenants de collecte ou les fréquences de collecte prévues à l'entente cadre. On vient à ce moment-là compléter la section demande de dérogation aux dispositions de l'entente. Je vais enchaîner parce que je vois le temps qui passe puis il nous reste quelques sections. Donc, dans demande de dérogation, l'objectif ici, c'est vraiment de connaître vos particularités.
L'entente cadre prévoit des dispositions, je dirais, d'application générale, mais on le sait, comme l'a mentionné Kathleen, il y a des fois des questions de bâti qui peuvent nécessiter un outil un contenant de collecte différent ou une fréquence de collecte différente. Donc, c'est ici que vous allez nous l'indiquer pour les unités d'occupation que vous desservez et les lieux publics extérieurs qui seront desservis, mais dont les modalités seraient différentes de celles prévues à l'entente. Ce seront le tableau sera vide par défaut et vous allez ajouter des dérogations. Si vous n'avez pas de demande de dérogation à faire, bien, vous passez tout droit à la section. Les demandes de dérogation portent essentiellement sur un contenant qui serait différent ou une fréquence de collecte qui serait différente là, de ce qui est prévu à l'entente. Vous pouvez ajouter des lignes pour créer votre demande de dérogation avec le bouton « Créer ». Je vais en faire une tout de suite après. Vous pouvez modifier. Vous avez ajouté une ligne, soit que vous étiez en attente d'information, vous dites « Ah non, je me suis trompé », vous pouvez la modifier avec le petit crayon qui va vous réouvrir le boîtier avec toute l'information concernant la demande de dérogation et vous pouvez la supprimer. Alors, si vous avez vous rendez compte que finalement, non, elle n'est plus applicable parce que ces bâtiments-là, finalement, peuvent être desservis en bac roulant ou en conteneur conformément aux dispositions de l'entente, ben, vous retirez la demande de dérogation tout simplement. Le dernier statut ici que je peux vous présenter quand vous avez un petit i pour information, c'est que vous êtes en lecture seule à ce moment-là, c'est qu'elle est en analyse la demande de dérogation du côté de DEQ. Ça ne se fera pas, je vous rassure, tant que vous n'aurez pas fait transmettre à EEQ. Ici, au fin de la démonstration, même si la section est en cours, on a quand même voulu vous montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc, vous verrez l'information, mais vous ne pourrez pas la modifier. Donc, si je crée rapidement une demande de dérogation, je dois d'abord préciser le type de clientèle qui est concerné par la demande de dérogation. Oui, Kathleen? Oui, on a une question d'un participant qui dit justement les clientèles résidentielles, par exemple, 8 témoins qui sont desservis, mais en bout de rue. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc, ça devient une dérogation. Il va déclarer son nombre d'unités d'occupation dans la section 1 au niveau des clientèles desservies 8 témoins. Il va mettre son nombre du haut là. Mais comme ils ne sont pas desservis en bac roulant, mais qu'ils mettent ça dans un conteneur en bout d'une rue privée, est-ce que c'est dans la bonne section ici qui va venir indiquer ça? Oui, ça peut être dans cette section-ci. Je voudrais que c'est un des cas où ça pourrait se retrouver à deux endroits. Ça pourrait être ici dans les demandes de dérogation ou à la section qu'on va voir là, dans quelques instants, la sous-section 4, modalités particulières. Ça pourrait être aussi à cet endroit-là. On a bâti le formulaire en essayant de prévoir toutes les possibilités. Là, évidemment, il y a des cas où peut-être qu'on n'aura pas vu quelque chose. Ça, n'hésitez pas si vous vous retrouvez face à une situation où vous n'avez aucune idée ou nous indiquer l'information, on vous fera signe, puis peut-être que ça amènera une bonification du formulaire. Puis, effectivement, il y a des fois où c'est un petit peu à mi-chemin entre une demande de dérogation ou une modalité particulière. Vous pourrez saisir l'info. Dans tous les cas, on la reçoit. Disons que c'est un cas plus typique où j'ai du bâtiment résidentiel, moins de 8 logements et moins, et que ce ne sont pas des bacs roulants de 240 ou 360 litres qui sont utilisés. Donc, je viens chercher ma clientèle. On va préciser le nombre d'unités d'occupation. Donc, cette information-là, elle est requise. Partout où vous voyez la petite étoile, l'information va être requise pour créer la demande de dérogation. Nombre d'immeubles, comme je vous le mentionnais précédemment, il faudra parier qu'on va le rendre facultatif là, et non obligatoire. Et vous nous indiquez si c'est le contenant de collecte. Alors, quel est le contenant de collecte qui est utilisé par ma cliente, par ces unités d'occupation et la fréquence de collecte? Comme je vous disais, la dérogation, elle peut être simple, c'est-à-dire portant seulement sur le contenant de collecte, mais où on respecte la fréquence de collecte prévue à l'entente cadre. Ça peut être l'inverse, on respecte le contenant de collecte, mais pas la fréquence, ou ça peut être une demande de dérogation qui est double, c'est-à-dire ni le contenant ni la fréquence ne sont ceux prévus à l'entente cadre. Donc, c'est pour ça que vous choisissez à la fois le contenant et nous indiquer la fréquence de collecte. Quand vous nous indiquez le nombre d'unités d'occupation, on veut le savoir de manière
consolidé aussi. Donc, pour l'ensemble du territoire d'application, quand vous regardez toutes les municipalités, territoires qui sont compris dans le territoire d'application, il y a combien d'unités d'occupation qui sont visées par cette dérogation? Donc, ce n'est pas immeuble par immeuble, municipalité par municipalité. Allez-y avec une somme. Comme ça, vous n'aurez pas 22 000 demandes de dérogation, mais pour une question de fréquence ou d'un contenant, vous allez pouvoir nous indiquer l'ensemble des unités d'occupation qui sont visées. Ce qui est important aussi, c'est de nous fournir une justification. Donc, pourquoi ces unités d'occupation-là ne peuvent pas avoir, par exemple, des bacs de 360 litres. Je vais donner un exemple. Ben, il n'y a pas d'espace suffisant pour que les gens puissent gérer un bac de 360 litres. Il y a très peu d'espace, ils ont pignon sur rue, il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de ruelle, donc il n'y a pas d'espace pour que les gens utilisent ces contenants-là. On leur a donné des plus petits bacs. Ben, c'est ce genre d'informations-là. Parce qu'évidemment, nous, on n'est pas partout dans vos territoires. Il y a certains organismes municipaux qu'on connaît plus, là où on habite, mais autrement, il faut nous expliquer pourquoi les mesures prévues à l'entente cadre ne peuvent pas être rencontrées. Donc, vous pourrez ajouter, en appuyant sur le bouton « Ajouter », votre demande de dérogation et elles vont s'accumuler ligne par ligne pour tous les cas que vous formulerez. Puis, comme je vous disais, allez-y de manière consolidée. Toutes les unités d'occupation concernées, visées ou qui présentent la même dérogation, vous les additionnez ensemble. On va se retrouver avec des unités d'occupation en demande de dérogation, puis des unités d'occupation conformément aux prescriptions de l'entente. Une fois qu'on aura analysé puis approuvé les unités d'occupation qui sont en dérogation, on va avoir le nombre d'unités totales d'occupation qui sont desservies par l'organisme municipal. Et c'est justement ce nombre total d'unités d'occupation qui sera utilisé pour calculer les compensations prévues à l'entente cadre. Donc, voilà le bénéfice là, pour vous. J'ai vu passer dans les questions du chat pendant que Kathleen faisait la première partie de la présentation. Si on ne connaît pas à l'heure actuelle exactement, précisément, le nombre d'unités d'occupation, qu'est-ce qu'on fait? Je vous encourage à y aller avec l'information la plus récente, la plus à jour que vous avez. Et sachez que ça, c'est pour amorcer aussi la discussion ensemble. Et on pourra faire une mise à jour au moment soit de la signature ou avant le début des services de collecte et transport si vous avez fait un portrait d'ici là. Donc, ne vous bloquez pas, ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas le nombre exact. Au moins, entamons la discussion, puis allez-y avec l'information la plus à jour et celle que vous croyez la plus proche de la réalité. Dans les deux premières sous-sections, on parle des clientèles desservies par l'organisme municipal. Ici, on va parler en 3 des clientèles non desservies par l'organisme municipal. Vous allez retrouver la même ventilation des différentes clientèles, une colle pour le nombre d'occupations, qui est une information là, nécessaire, puis le nombre d'immeubles, je vous disais que ce sera probablement facultatif. Pourquoi on vous demande la clientèle qui est non desservie par l'organisme municipal? Pour 2 raisons. D'abord, parce que l'entente cadre prévoit que les 2 premières catégories, bâtiments résidentiels de 8 logements et moins et les ICI assimilables, sont des clientèles d'emblée confiées sous la responsabilité de l'organisme municipal. Donc, a priori, on devrait retrouver un 0 à ces 2 premières catégories, ainsi que établissements scolaires, j'allais l'oublier, établissements d'enseignement autres qu'universitaires. Donc, ce sont 3 clientèles d'emblée confiées à l'organisme municipal. Si ce n'était pas le cas, que vous avez des unités d'occupation non desservies dans ces clientèles-là, on verra pourquoi, est-ce que c'est possible de les intégrer? On en discutera ensemble. Le deuxième objectif de cette section-ci, c'est de voir qu'est-ce qu'il y en est des bâtiments résidentiels de 9 logements ou plus, les multilogements, et des ICI non assimilables. Donc, actuellement, les desservez-vous ou non? Et c'est important qu'on le sache parce que on va d'abord on va décider de vous confier ou non cette responsabilité pour poursuivre la desserte si vous le faites déjà. Et si vous ne le faites pas, il y a des obligations à rencontrer en lien avec le règlement sur la REP collecte sélective, des obligations de desserte dès 2025 pour certaines clientèles, 2027-2030 aussi. Donc, on doit savoir quelles sont les unités qui ne sont pas desservies sur votre territoire actuellement. Et vous avez la possibilité de cocher ici avec des boutons oui et non, à savoir si vous souhaitez les inclure dans votre clientèle desservie. Donc, actuellement,
pourraient ne pas être desservis, les multilogements et les ICI non assimilables, mais vous avez des projets, vous avez entamé une réflexion, vous souhaiteriez les desservir pour la suite, donc vous pouvez nous l'indiquer en cochant ici oui et non, puis on pourra discuter ensemble de, effectivement, est-ce que c'est une clientèle qu'on intègre dans votre entente de partenariat. Sous-section 4, demande pour des modalités ou des services particuliers. Je vous dirais que c'est la section un petit peu plus fourre-tout. Quand on ne sait pas où mettre nos demandes, ça va se retrouver ici. L'avantage de cette section-ci, c'est qu'il n'y a pas de champ prérequis, donc la clientèle, la catégorie clientèle, la fréquence, etc. Donc, il y a des champs libres. Là. Vous avez un petit peu plus de latitude pour nous décrire votre besoin. Il y a quand même quelques exemples qui vous sont fournis de ce qui pourrait être une modalité particulière. Donc, c'est soit au niveau du service, qui serait légèrement différent, une modalité qui aura un impact sur les opérations de collecte ou qui aura un impact sur les coûts. Par exemple, s'il y a des rues ou des secteurs qui sont non desservis en hiver, bien, ça a un impact sur les opérations, puis potentiellement sur le rendement de récupération. Donc, vous nous l'indiquez, puis vous allez pouvoir justifier ou expliquer pourquoi cette modalité-là est pertinente sur votre territoire. Ici aussi, le tableau sera vide par défaut et vous pouvez créer des demandes pour des modalités particulières. Vous avez un menu déroulant qui se veut assez court pour quelques cas qu'on sait auxquels on s'attend, qui seront récurrents comme demande. Si jamais c'est une modalité autre, vous ne vous y retrouvez pas parmi les choix du menu déroulant. Vous pouvez sélectionner autre et vous nous décrivez quelle est votre demande et pourquoi c'est pertinent sur votre territoire. Au bas de la page, au bas du boîtier, vous allez voir le bouton « Ajouter » pour créer et qui s'ajoute à la liste une demande pour des modalités particulières. Enfin, la section C, elle est complétée par des informations sur le centre de tri où sont actuellement acheminées vos matières collectées en porte-à-porte. On vous redemande cette information. Effectivement, on a plusieurs organismes municipaux nous avaient indiqué des dates de fin de contrat, des centres de tri actuels lorsqu'on a fait une demande d'information l'automne, l'hiver passé. Mais ce n'est pas tout le monde qui nous a fourni l'information. Il peut y avoir des ajouts, des changements depuis. Donc, vous allez pouvoir créer des lignes pour chaque centre de tri ou lieu où sont traitées vos matières. Donc, pour l'ensemble, parce que rappelez-vous, on parle de l'ensemble du territoire d'application. Présentement, peut-être que les 22 municipalités de votre territoire d'application acheminent leur matière à 22 centres de tri différents, dans un exemple utopique. Là, on veut savoir effectivement pour chacune de ces municipalités-là, où vont les matières et les dates de fin. Question d'assurer une transition qui sera fluide, parce que, rappelez-vous, Éco-entreprise Québec sera responsable d'assigner des centres de tri, des lieux pour acheminer les matières collectées en porte-à-porte. Donc, on doit prendre en compte les dates de fin de vos contrats actuels. Et quand vous saisissez, disons que je vais ici pour modifier la réponse qui a été donnée dans l'exemple. Je ne sais pas si vous voyez, votre connexion Internet n'est pas... OK. Je vais essayer autre chose. Si je fais créer. Si je ne fais pas créer. Okay. Je reviens en arrière. Ce que je voulais vous dire, que soit que vous créez ou que vous modifiez une saisie, vous avez le choix de dire que les informations concernant le centre de tri, donc l'identification du centre de tri et les dates de fin de contrat sont applicables pour l'ensemble du territoire d'application. Donc, si vous avez 22 municipalités dans votre territoire d'application et que c'est le même centre de tri, même date de fin, donc visé par le même contrat, vous le saisissez une seule fois et vous cochez que c'est applicable à l'ensemble du territoire d'application. Mais s'il y avait plusieurs contrats, vous pouvez y aller municipalité par municipalité ou groupement de municipalités pour nous fournir l'information. Au bas de la section C, vous avez toujours le bouton « Sauvegarder » qui vous permet de garder l'information que vous avez saisie jusqu'à présent. Et si vous avez terminé, vous savez que c'est complété, à ce moment-là, vous pouvez appuyer sur « Transmettre » et là, nous avons un avis comme quoi vous avez complété la section. Et on peut en prendre connaissance chez EQ et analyser l'information. Midi 11. Je vois que je m'étends. Section D, je vais faire un petit tour quand même du côté des écocentres avec la section D.
Section D, elle se présente un petit peu différemment, donc vous n'avez pas sur la même page toutes les sous-sections. En fonction des réponses que vous fournissez à chacune des étapes, ça va vous ouvrir ou non certaines autres sous-questions ou questions supplémentaires. Donc, vous n'avez pas le portrait global d'un coup. On le regarde ensemble. Première question qui vous sera posée, ça concerne les écocentres existants sur le territoire d'application. Donc, est-ce qu'il y a des écocentres ou des points d'apport volontaire, parce qu'on va traiter des deux types de lieux ensemble. Vous pourrez spécifier un petit peu plus tard s'il s'agit d'un écocentre ou plutôt un lieu d'apport volontaire. Mais est-ce qu'il y a de ces lieux sur le territoire d'application? Et ici, c'est que vous ayez compétence en matière d'écocentre ou non, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a sur le territoire d'application. On va revenir un petit peu plus loin sur la question de la compétence, savoir si effectivement ça peut faire partie de l'entente complète portant sur collecte et transport et écocentre parce que l'organisme signataire a compétence sur l'ensemble de l'œuvre ou s'il y aura des ententes spécifiques avec des municipalités directement pour les écocentres municipaux. Donc, disons qu'ici, il y a présence d'écocentres de points d'apport volontaires sur le territoire d'application. Je dis oui. Si vous dites non, ça s'arrête assez rapidement. Donc, je dis oui et j'espère que Internet voudra collaborer. Okay, si c'est juste une lenteur, ça va. Alors, si vous avez dit oui, on va vous demander la question suivante d'identifier ces écocentres-là. Donc, de créer une liste des écocentres. Il y en a, le tableau sera vide, ici aussi par défaut. Donc, vous ajoutez des lignes en fonction du nombre d'écocentres ou du nombre de points d'apport volontaires que vous avez, toujours avec le bouton Créer que vous pourrez faire les ajouts. Je vais en ouvrir un qui est déjà existant. Donc, j'ai un écocentre qui s'appelle Test ici. Je vais aller voir quelles sont les informations qui sont saisies sur cet écocentre. On va vous demander son nom. Alors, s'il n'y en a pas, inventé lui un. On vous demande le type de lieu. Alors, s'agit-il d'un écocentre ou d'un lieu d'apport volontaire? Si vous choisissez écocentre, vous allez avoir des boîtiers supplémentaires qui vont être ouverts pour nous indiquer le nombre d'heures d'ouverture par année et le nombre d'unités d'occupation qui sont desservies. Pourquoi ces deux informations-là? Nombre d'unités d'occupation desservies, rappelez-vous, il y a une compensation qui est associée à l'utilisation des lieux d'écocentre et qui est calculée en fonction du nombre d'unités d'occupation desservies. Et ici, on parle du nombre d'unités d'occupation desservies ou accueillies à l'écocentre. Donc, il est possible que le nombre d'unités d'occupation que vous indiquez ici pour les écocentres diffère du nombre d'unités d'occupation desservies en collecte porte-à-porte. Notamment parce qu'ici aussi, on est par écocentre, donc à l'échelle de l'écocentre, quelle est la clientèle, les unités d'occupation pour la clientèle accueillie à cet écocentre. Et nombre d'heures d'ouverture par année. Pourquoi on vous demande cette information-là? Pour avoir droit à la compensation pour l'utilisation du lieu de l'écocentre, il y a un critère de nombre d'heures minimales d'ouverture. Donc, d'où la demande d'information. J'en profite pour vous dire que même si vous n'atteignez pas le nombre d'heures minimales tel qu'exigé en entente cadre, dans ce cas-là, vous n'avez pas accès à la compensation. Néanmoins, Éco-entreprise Québec rembourse quand même les frais de collecte, transport et prend en charge le traitement pour les matières recyclables reçues en écocentre. C'est ici, en identifiant l'écocentre, que vous pourrez nous dire si oui ou non vous avez compétence en matière de gestion d'écocentre et plus spécifiquement de l'écocentre que vous êtes en train de créer. Donc, si vous n'avez pas compétence, idéalement, c'est quand même au moins nous dire le nom de l'écocentre, puis s'agit-il d'un écocentre et d'un point de dépôt, et dans les commentaires en bas, nous dire si par le nom, on ne peut pas deviner ça relève de quelle municipalité ou de quel organisme, indiquez-nous vers quel organisme on doit se tourner. Parce que si vous n'avez pas compétence, on ne l'inclura pas dans l'entente de partenariat portant sur la collecte et le transport. Les écocentres seront exclus. Mais chez EQ, on aura une démarche à faire auprès de l'organisme municipal qui a compétence et qui gère l'écocentre. Donc, minimalement, cette information-là, si vous n'avez pas compétence. Si vous avez compétence à titre d'organisme signataire, complétez toute l'information sur l'identification du lieu, son adresse, et ensuite, vous allez pouvoir cocher matière par matière, donc 5 types de matières qui sont de type collecte sélective. Vous allez pouvoir nous indiquer si oui ou non elles sont reçues à l'écocentre ou au point d'apport volontaire que vous venez de créer. Donc, on parle des contenants aérosols vides,
dont la récupération doit se faire, soit en éco-centre ou en lieu d'apport volontaire, mais qu'on ne récupérera pas à travers les bacs collectés porte en porte. Même chose pour contenants ou emballage de protection en polystyrène expansé. Donc, vous nous indiquez si oui ou non. Et ensuite, contenants de verre, matière recyclable pêle-mêle et des emballages ou des contenants en carton ondulé. Donc, et tout ça pour le lieu que vous êtes en train de créer. Il pourrait avoir plusieurs oui ou plusieurs non, ou un seul oui pour l'éco-centre. Ou si c'est un point d'apport volontaire de verre, nécessairement, vous aurez oui seulement pour le verre, puis vous aurez non partout ailleurs. Une fois que c'est fait, vous faites modifier ou créer si vous êtes en train de le créer. Et vous allez voir, comme je disais, ligne par ligne, à s'ajouter les lieux. Quand les lieux sont créés, la question suivante, c'est à savoir où sont acheminées les matières à récupérer dans ces différents lieux. Et c'est exactement le même objectif que lorsqu'on vous demandait les lieux de traitement et les dates de fin de contrat pour les matières collectées en porte-à-porte. Nous, on doit assurer la transition, prendre en charge le traitement des matières que vous recevez en éco-centre. Donc, on doit savoir à partir de quand on en est responsable, puis c'est auprès de qui que vous faites affaire actuellement. Alors, ça se présentera un petit peu différemment. Là aussi, le tableau sera vide. Vous pouvez créer, ajouter des lignes en utilisant le bouton « Créer ». Je vais ici faire « Modifier » pour vous montrer à quoi ressemblent les champs pré-remplis. Donc, quand on parle de coordonnées du lieu, ici, c'est le nom de l'entreprise qui fait le tri, le conditionnement ou le recyclage de la matière. Vous indiquez donc son nom, ses coordonnées, les dates de fin de contrat. Vous avez des possibilités de nous indiquer s'il y a des prolongations potentielles à ces contrats-là. Pour le lieu de tri, de conditionnement, de recyclage dont il est question, vous nous dites d'où viennent les matières. Alors, c'est l'éco-centre ABC ou c'est mon point d'apport volontaire qui s'appelle le Sud ou je ne sais pas. Vous aurez dans le menu déroulant ici tous les lieux, tous les écocentres et les points d'apport volontaire que vous aurez préalablement saisis à l'étape précédente. Donc, vous pourrez choisir le lieu en question et la matière qui est triée, traitée, recyclée au lieu de traitement, recyclage que vous êtes en train de créer. Et c'est toujours les mêmes 5 catégories de matières là, de type collecte sélective. Vous pouvez modifier si vous aviez déjà créé le lieu de tri, conditionnement au recyclage, ou vous pouvez ajouter quand vous appuyez sur le bouton « Créer ». Vous pouvez revenir à précédent si vous avez oublié un centre de tri, pas un centre de tri, pardon, un éco-centre ou un point d'apport volontaire. Et une fois que vous êtes rendu à cette section-ci, que vous avez saisi tous les lieux de tri, conditionnement ou de recyclage, vous avez terminé la section D et vous faites envoyer, qui est l'équivalent de transmettre. Ici. Je vais rapidement sur la section E. Section E, vous allez être content. Vous allez être rendu à cette section-là. C'est la section bonbons. Et je dis ça parce que je sais que c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui sont demandées, que ça va vous demander du temps pour compléter le formulaire. Que vous devez probablement, vous aurez à agglomérer, aller chercher l'information des différentes municipalités pour le saisir parce que, rappelez-vous, seul l'organisme signataire a accès aux différentes sections. Donc, doit consolider, aller chercher l'information puis consolider l'information pour nous la transmettre. La section E, je dis qu'elle est bonbon parce qu'elle est rapide à compléter. La section E mènera à l'annexe E, donc coordonnées des parties. Donc, c'est les coordonnées dans votre organisme qui sera coordonnées générales, avec qui on devrait parler pour des questions de type administrative, financière, des questions plus techniques, opérationnelles sur les activités de collecte et des questions relatives aux communications, parce que dans l'entente cadre, il y a des dispositions prévues pour l'utilisation des outils de communication développés par EEQ, des annonces qui seraient communes, etc. Donc, les coordonnées pour ces gens-là. Vous pouvez ici sauvegarder encore, puis quand vous avez complété, transmettre, et ça met fin au formulaire. Rappelez-vous que même si vous faites transmettre, oui, nous, on reçoit chez EQ un avis comme quoi vous avez terminé, qu'on peut en prendre connaissance, mais ce n'est pas la fin des haricots. Vous auriez une modification à apporter, quelque chose aurait changé. Vous communiquez avec nous, puis on en discute parce que ce n'est pas parce que vous l'avez transmis dans le formulaire préalable aux annexes de personnalisation que tout de suite, ça devient partie intégrante dans l'annexe de personnalisation et donc dans l'entente de partenariat.
on a le temps de, comme je vous disais, c'est le lieu de discussion. Vous déposez l'information, on échange, on a le temps de valider ensemble, de convenir des derniers éléments. Puis quand on sera d'accord tout le monde, là, effectivement, on transférera l'information dans les annexes de l'entente et on en viendra à signer une entente de partenariat ensemble. Voilà, j'ai terminé mon petit tour. Fait que je vais vous ramener ici pour le mot de la fin. Excellent. Ben, je vais prendre le mot de la fin. Merci Marie-Hélène et Kathleen pour cette présentation. Je voudrais aussi vous remercier, là, ceux dans la salle, pour votre présence aujourd'hui. On va faire un tri des questions générales là, qui sont pertinentes concernant le présent webinaire versus les cas plus particuliers. On va publier là, rapidement une foire aux questions à partir de ces questions posées pour s'assurer que vos questions soient répondues. J'espère sincèrement que ces webinaires vous ont été utiles. Puis, on vous donne rendez-vous le 17 octobre prochain pour le 6e webinaire de la série qui abordera l'entente cadre et les questions en lien avec le volet des dispositions financières. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.